Et donc moi, je suis là pour vous présenter un petit peu l'orga qui organise l'Union communiste libertaire. Parce que on est content et contente d'organiser ça, mais on est aussi contente et contente d'exister et de se montrer et de faire aussi comment dire, quelques bails d'accessibilité aussi, quelques conseils, typiquement sur le Covid. Alors je suis très content de voir quasiment tout le monde qui porte le masque déjà, mais je vais quand même faire mon petit speech, de dire que la pandémie elle n'est pas finie, et que c'est vraiment une question de lutte contre le validisme et de lutte contre enfin, la pandémie, et tue encore des gens, quoi. Et tue des gens dans notre classe, et tue les plus précaires, etc. Donc, l'outil le plus efficace pour lutter contre à un niveau individuel, c'est le masque. Donc, mettez des masques chirurgicaux FFP2. Donc, je ne vais pas y passer longtemps parce que tout le monde le met, c'est trop chouette. Et donc, nous, qui est-ce qu'on est, l'UCEL? On est une organisation politique qui défend, enfin une organisation politique révolutionnaire qui a pour objectif le communisme libertaire, c'est dans le nom. C'est-à-dire qu'on veut l'abolition de toutes les dominations, toutes les exploitations, toutes les autorités, pour développer des petites sociétés basées sur l'autogestion, la liberté, l'égalité. Euh, et c'est un vaste programme, et on a une stratégie avec un gros nom qui est la révolution, menée par les dominés elles-mêmes et eux-mêmes, par leurs propres moyens, et décidant démocratiquement de comment elles luttent et comment ils luttent. Et notre organisation, c'est un outil pour pousser l'organisation démocratique et combative des dominés que nous sommes. Et ces organisations-là, on les appelle les contre-pouvoirs. C'est des collectifs de lutte, vous en connaissez plein, des syndicats, le planning, des collectifs de lutte antiracistes, antivalidistes, etc. Nous, on trouve que dans ces collectifs-là, il y a un gros potentiel, notamment parce qu'elles ont le potentiel de réorganiser en partie la société, comme elles le font parfois déjà. Et donc nous, on pense qu'il faut s'investir là-dedans et les faire grandir. Parce qu'on croit pas, enfin on n'est pas une avant-garde et on n'y croit pas. On ne croit pas non plus à la spontanéité des masses qui vont se réveiller toutes seules, à faire la révolution tout ça. Il y a besoin de s'entraîner à faire de l'autogestion et à lutter contre toutes les dominations. Et donc c'est à ça que servent ces collectifs de lutte. Mais c'est aussi un outil purement et simplement, parce que sinon ça n'aurait pas de sens qu'on existe, on irait juste dans les collectifs de lutte. C'est un outil pour diffuser nos visions de la révolution, l'UCL, nos visions des luttes sociales, et aussi beaucoup pour expérimenter l'autogestion en notre sein, pour avoir après des outils à proposer à tout le monde en mode nous on a testé ça en autogestion, ça marche à peu près, on peut peut-être le tester autre part. Euh, et donc on fait beaucoup ça. Et donc voilà, c'est un outil trop chouette. Donc, si vous êtes intéressé par cet outil, après la présentation, il ne faut pas hésiter à venir me voir. Je prendrai vos contacts, on pourra vous recontacter, etc. Et puis, si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas grave, vous aurez passé une chouette soirée. Donc, je passe le micro à mon camarade pour présenter la petite soirée. Oui, merci Rémi. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir ici au Chat Noir Alex Maudo, autrice du livre La Panic Walk, Anatomie d'une offensive réactionnaire aux éditions textuelles. Si vous avez soif, nous vendons des boissons au comptoir, avec ou sans alcool. Concernant ce dernier, essayons de faire preuve de parcimonie quant à sa consommation. Je suis particulièrement content de rencontrer Alex, que j'ai d'abord, et probablement comme un certain nombre d'entre vous, connu sur les réseaux sociaux. J'ai adoré et j'adore toujours suivre son contenu, que je vois comme une petite mine de contre-argumentaire à la propagande d'extrême droite, mais qui peut par moments séduire jusqu'à des personnes qui se voudraient proches de nous politiquement, voire nous séduire nous-mêmes. Aussi, du ministre Blanquer jusqu'aux éditorialistes, toute l'intelligentsia bourgeoise n'en finit pas de nous rabattre les oreilles avec le wokisme, comme elle avait fait avant avec les concepts tout aussi flous et mal définis que le politiquement correct ou la cancel culture. Elle continue d'ailleurs toujours à en parler. Je regrette presque que ces perroquets n'aient pas raison. Nous serions en capacité de détruire l'ensemble des valeurs de notre prétendue civilisation à l'aide de réunions non mixtes ou du pronom IL. Le livre La Panic Walk décortique ce phénomène de panique dans les discours réac, qui peut paraître assez ridicule, et l'autrice ne manque pas de souligner l'absurdité de certains arguments, mais qui accompagne une réaction bien matérielle, bien réelle. Je vais m'arrêter là pour la petite introduction et je vais passer la parole à Alex qui va nous parler un peu plus des détails, dans les détails de son livre. Et voilà. Eh ben merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire si je parle pas assez fort. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci
à la grande quantité de personnes qui sont là. J'espère que vous avez tous et toutes des places. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore un petit peu debout. T'es sûr? Parce qu'on peut t'emmener, on peut t'amener une chaise. Ok, d'accord. Euh, je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer parce que d'habitude, quand je parle de ce bouquin, je parle de ce bouquin au type de gens qui ne sont pas le genre à recevoir les infos d'organisations comme l'Union communiste libertaire. Euh, a priori, moi, j'entre dans cet événement avec la suspicion, mais vous m'arrêterez si je me trompe. D'ailleurs, vous m'arrêterez si vous avez quelque chose à me répondre, si je dis un truc que vous comprenez pas, si je fais une allusion à quelque chose, ou si vous vous demandez si je suis en train de faire de l'ironie, parce que ça m'arrive régulièrement. Donc, n'hésitez surtout pas. En général, on m'invite pour parler de ce bouquin donc dans un contexte où les idées communistes, les idées libertaires, les idées de la gauche, ce que moi j'appelle dans le bouquin le camp de l'émancipation, ne sont pas nécessairement hégémoniques, ne sont pas nécessairement bien acceptées, etc. Et donc il faut commencer un petit peu à zéro, quoi. En général, on me demande qu'est-ce que c'est que le wokisme. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée d'interdire aux blancs ceci, cela, d'interdire aux hommes toutes sortes de choses, est-ce qu'on a encore le droit d'être hétérosexuel, enfin des questions un peu qui me font rouler les yeux et qui vous font probablement rouler les yeux aussi. Mais enfin, nous allons les aborder, vous inquiétez pas. Non, ce qui me pose problème dans le fait de parler ici, c'est que j'aimerais bien pouvoir commencer cette discussion en partant du principe qu'en réalité, ce type de poussée que j'essaye de décrire dans le bouquin ne pénètre pas également les milieux de l'extrême gauche. J'aimerais pouvoir dire ça, mais c'est faux. J'aimerais être en mesure de dire que nous n'avons pas non seulement des camarades, ce qui est une chose, mais en réalité, nous-mêmes, des accointances ou la capacité d'être embarqués par ce que je décris dans le bouquin, ou ce que d'autres personnes d'ailleurs décrivent dans d'autres bouquins, dans des articles, dans des interventions sur les réseaux sociaux, etc. J'aimerais bien pouvoir penser que nous sommes imperméables à cette rhétorique qui, et c'est la thèse de mon livre, n'embarque pas que des réactionnaires. C'est un peu la phrase que j'utilise en général, c'est toutes les personnes qui s'inquiètent de ce qu'on a appelé le wokisme, ou ce qu'on appelle encore le wokisme, ne sont pas réactionnaires. Mais tous les réactionnaires veulent que vous vous inquiétiez du wokisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que non, bien sûr, et c'est un reproche qui nous est souvent fait, dans les médias, c'est un reproche qui nous est souvent fait par des intellectuels conservateurs, par des intellectuels réactionnaires, etc., de dire, de toute façon, vous, c'est pas compliqué, dès qu'on n'est pas à 100% dans vos histoires, on est un nazi, en gros. On est un réac, on est un fasciste, on est un conservateur, etc. Ceci étant, je constate que quand il s'agit, par exemple, pour quelqu'un comme Natacha Polony, de qualifier des étudiants et des étudiantes qui se mobilisent pour qu'une figure très conservatrice française vienne expliquer pourquoi elle est contre la PMA pour les femmes lesbiennes, quand cette manifestation a lieu, elle, Natacha Polony, se permet de qualifier ces personnes-là de nouveau fascisme universitaire, sans aucune forme d'esprit critique consistant à dire « Ah bah voilà, Madame Polony, dès qu'on est à gauche de Nicolas Sarkozy, de toute façon, vous dites qu'on est fasciste. » Donc là, il y a un double jeu, mais un double jeu que nous connaissons parce que le deux poids, deux mesures est quelque chose que, évidemment, toute personne qui entend porter un discours critique social et politique fréquente au quotidien. Donc voilà un petit peu mon malaise quand il s'agit pour moi de parler de ce truc-là, parce que finalement, j'aimerais bien que ça puisse être simplement, voilà, on passe une soirée chouette à dire du mal de l'extrême droite, et puis on repart fortifié dans notre satisfaction d'avoir raison et qu'ils aient tort. Mais malheureusement, il faut bien se poser la question, comment se fait-il qu'actuellement,
je vais encore me faire des copains, des copines. Comment se fait-il qu'actuellement la radio libertaire, qui était naguère la seule radio à disposer d'une émission sur les questions trans par des personnes trans, ancrées dans les luttes sociales, par des militants et des militantes syndicalistes, venus du mouvement social, venus de la rue, venus de la ZAP, enfin venus d'actions qui quand même nous sont connues et sympathiques. Comment se fait-il que sur cette radio, les seules fois où le sujet de la transidentité, et je parle de la transidentité déjà parce que ça me concerne, mais ensuite parce qu'on est au cœur d'une polémique sur ce sujet qui reprend les codes de la panique woke, comment se fait-il que les seules fois où ce sujet est abordé, alors qu'il est porté par des organisations révolutionnaires, alors qu'il est porté par des syndicalistes, alors qu'il est porté historiquement par notre camp, eh bien les seules fois où on aborde ce sujet, c'est avec des personnes qui viennent de l'extrême droite catholique et qui sont historiquement militantes anti-avortement et anti-mariage homosexuel. Il y a là un échec sérieux. Il y a là un échec sérieux parce que autour de la haine des personnes trans se construit actuellement aux États-Unis, au Brésil, en Hongrie, en Russie, en Ukraine et de par le monde, une vague de recul des droits des femmes et notamment des droits sexués des femmes qui prélude de choses très graves si l'on ne sait pas lui mettre un coup d'arrêt immédiat. Donc moi, à rigoler sur les FAF, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, ça me pose souci de ne pas savoir qui est dans la ligne avec moi quand je vais manifester. Que se passe-t-il donc ? Comme je le disais, on me demande souvent quel est ce mot wokisme. Je vais donc en faire une petite histoire rapidement pour que ça situe pour tout le monde. Et puis après, on pourra aller parler un petit peu de ce qui se passe politiquement, de quoi je parle vite fait dans le bouquin. Et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis sa sortie, parce que je pense que c'est pas inintéressant. Parce que je me suis plantée dans un certain nombre de prédictions que je faisais dans le bouquin. C'est pas grave, je viens du milieu de la science politique et comme on le dit toujours, les politistes sont surtout très très forts à prédire le passé. Alors, le mot woke, et je m'appuie là-dessus sur l'expertise de ma collègue Mamfatou Nyang, est un mot qui vient d'une forme de l'anglais qu'on appelle l'African American Vernacular English. La langue vernaculaire africaine-américaine, anglaise, qui a porté des noms moins charmants par le passé, c'est une langue qui a été traitée comme étant un rejeton non noble de l'anglais à une époque. Ce terme est tiré du verbe awaken, éveiller, et donc désigne l'état de la personne qui est éveillée, donc une personne en état d'éveil ou réveillée. On pourrait dire en français conscientiser. Ce que dit Mamfatou Nyang, c'est que le terme a eu une histoire qui a été non pas l'histoire d'un slogan, mais l'histoire en réalité davantage d'un terme de vernaculaire, justement d'un terme qui revient dans des expressions, dans des moments, effectivement qui a pu être associé à des formes de conscience politique, mais aussi à plein d'autres trucs, qui a précédemment déjà fait l'objet d'une curiosité de la part de la société intellectuelle blanche, puisqu'elle cite notamment un vieil article qui revient sur justement le parler des gens qui sont entre guillemets dans le coup dans les centres-villes principalement habités par des Noirs américains parce que ségrégés à cette époque-là. Un article qui s'appelait If you're woke, you dig it. Si t'es woke, t'es dans le coup, t'es dans le vent, t'es batte. Enfin, je prends volontairement des expressions un peu désuètes, avec cette espèce évidemment de forme de volonté de s'approprier un langage qui vient d'espaces ségrégés pour en faire quelque chose de noble. Le terme prend véritablement une connotation politique dans les années 2010, notamment avec le redéveloppement du mouvement des droits civiques aux États-Unis, autour de ce qu'on appelle le mouvement Black Lives Matter, et via des chansons, via des pancartes, via les réseaux sociaux, via les médias, etc., l'expression « stay woke », garder conscience, entre parenthèses, de ce qu'il se passe et du fait que notre situation ne vient pas de nos échecs individuels,
mais d'une maltraitance collective. Il s'agit alors d'un regard sur la question raciale aux États-Unis, question qui est au croisement de la question de la classe, comme vous le savez. Eh bien, il s'agit d'inciter, avec tout un tas d'autres expressions, à porter un regard structurel, systémique, sur les problèmes d'inégalité. Regard qui avait été en partie marginalisé par un discours beaucoup plus libéral, notamment au sein du Parti démocrate, consistant à mettre l'accent sur une politique de la représentation et de l'émergence d'une élite issue de milieux marginalisés. On se rappelle, et si vous ne vous en rappelez pas, je vous rappelle, que lorsque Barack Obama est arrivé à la présidence des États-Unis, le traitement que la presse française a fait du développement d'un mouvement comme le Tea Party, qui était un mouvement qui se basait entre autres sur l'affirmation du fait que Barack Obama était un imposteur qui ne pouvait pas être un vrai Américain. Une partie du traitement de la presse française, disais-je, insistait sur le fait que la droite Tea Party était une droite post-raciale, qui n'utilisait plus les catégories de la société états-unienne raciste. On a vu ce qu'il en est en réalité. Il s'agissait d'une erreur fondamentale. Bref. En parallèle de cette histoire plus militante, le terme a une histoire sous la forme d'un mème, sur les réseaux sociaux notamment, où il est employé pour se moquer de pratiques publicitaires visant à prétendre qu'une forme d'inclusivité pourrait être atteinte à travers le capitalisme et la société de consommation, des entreprises se mettant à se racheter une bonne conscience sociale, ou en tout cas une bonne réputation sociale, à travers la représentation de valeurs sociales positives, ce qu'elles ont toujours fait, c'est l'histoire de la publicité. Et au départ, il y a bien cette critique consistant à dire ce capitalisme woke ou ces marques woke sont des hypocrites. L'exemple type étant par exemple la présence de grandes entreprises à la Pride pour les personnes LGBT qui vont à cette manifestation, où on voit le char Coca-Cola, mais pas l'argent de Coca-Cola. Puisque l'argent de Coca-Cola est généralement réservé, en tout cas aux États-Unis, aux poches de députés républicains qui détestent les personnes LGBT et aiment les coupes d'impôts à destination de Coca-Cola, ce qui plaît beaucoup à cette entreprise, évidemment. En ce moment, la figure de proue du soi-disant capitalisme woke dénoncé par nos amis les intellectuels conservateurs, c'est Disney qui est exactement dans cette position-là, qui n'a pas de problème à représenter des personnages issus de minorités, surtout quand c'est facile de les retirer ou de laisser cette identité dans une sorte de sous-entendu pour plaire à tout le monde en même temps. Mais par contre, dont les activités de financement de partis politiques, elles, sont très explicites. C'est cette critique qui est reprise par la droite pour dire quoi ? Pour dire, eh bien, il est là le cœur du problème. Le cœur du problème, dans le capitalisme woke, c'est pas le capitalisme, c'est le woke. Et c'est sous cette forme-là que cette critique va arriver en France à travers une série de détournements du débat public qui prennent place à partir, en tout cas se réactivent à partir du milieu des années 2010, se renforcent au moment de la réactivation des mobilisations antiracistes en 2020 et viennent exploser fin 2020, début, milieu et fin 2021 à travers justement le durcissement du terme woke. Alors de quoi je parle ? On va aller regarder une seconde l'université et en sortir très rapidement. Vous avez aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, au Brésil, en Hongrie, disais-je tout à l'heure également, et en France, un mouvement néo-réactionnaire qui se structure de longue date, mais prend vraiment de la hauteur à partir, en gros, du milieu des années 2010, à travers la complainte d'un phénomène qui serait un phénomène de censure idéologique sur les campus, et notamment les campus des facs de lettres. Alors, il faut bien voir que tout ça se base sur des pseudo-intellectuels qui sont très obscurs, et je recommande vraiment la lecture pour les gens qui parlent anglais du travail de Elizabeth Sandifer sur la question, dans son bouquin Neo-Reaction Basilisk,
qui date la première édition était en 2017, si je ne me trompe pas, et où elle analyse finement la pensée, par exemple, d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Curtis Yarvin, dont le pseudonyme est Mencius Moldbug, qui développe une théorie en fait antisémite de ce qu'il appelle la cathédrale ou le complexe industrialo-universitaire, ou à grand renfort de métaphores qui vont chercher dans Lovecraft, qui vont chercher dans Matrix, qui vont chercher d'un discours qui est volontiers exubérant et obscur. Il dit quoi en gros? Il dit qu'il y a une élite intellectuelle composée dans sa pensée de juif, gauchiste, anticapitaliste, anti-liberté, pas anti-démocratie, parce que ça, Moldbug, lui, est anti-démocrate. Il veut qu'on place des chefs d'entreprise à la tête des États pour leur donner un pouvoir absolu, complexe intellectuel, qui a pris le pouvoir, en fait, qui dirige de façon obscure le monde, tout simplement. C'est ce qu'il appelle, lui, la cathédrale, et contre lequel il s'agit de s'opposer afin de pouvoir abolir la démocratie et atteindre enfin une société capitaliste idéale. Alors, Moldbug est un néo-réactionnaire d'Internet, il est très con, mais il a des bons amis, notamment un autre monsieur qui s'appelle Peter Thiel, qui lui est un financier de tout un tas de politiciens républicains, et qui a pour activité de publiciser ces idées-là. Si cette question-là vous intéresse, une chaîne YouTube qui s'appelle Some More News vient de publier une vidéo sur notre ami Peter Thiel. Moi, il est présent dans mon bouquin parce qu'il s'avère qu'il faisait partie de la charge contre ce qu'on appelait le politiquement correct dans les années 90, et je vais y revenir. Je reste sur le wokisme et sur les universités parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons des intellectuels qui se font une célébrité, à partir du milieu des années 2010, disais-je, sur le fait qu'ils auraient été censurés sur des campus universitaires. Alors il y a toute une clique, on peut les citer, Bret Weinstein, Jordan Peterson, Kathleen Stock, qui est-ce qu'il y a de Charles Murray, qui est un peu un vieux de la vieille de l'expérience, Joe Rogan, le frère de Bret Weinstein, qui travaille pour Monsieur Thiel d'ailleurs. Tous ces gens-là constituent en fait des affaires qui vont créer le scandale autour du fait que voilà, ce serait impossible désormais d'être conservateur sur un campus états-unien, et que si on ne s'occupe pas de tout ça, eh bien on se prépare à avoir une génération de starbés idéologiques d'extrême gauche qui vont nous interdire la moindre forme de liberté d'expression. Et donc il faut reprendre ces institutions en main. Les campus universitaires sont une vieille haine des conservateurs aux États-Unis. Je cite dans mon bouquin un monsieur William F. Buckley Jr. Junior parce que Senior était allé faire fortune dans l'industrie du coup d'État et de l'extraction de ressources en Amérique du Sud, et que donc il était occupé à autre chose. Junior, lui, a fait un cursus de droit pendant l'époque McCarthyiste à Yale, et il en est sorti avec la conviction que Yale était, sous les années McCarthyiste, une institution corrompue par l'extrême gauche, par l'athéisme, et qu'il fallait la purger urgemment. Alors, par l'extrême gauche, il veut dire qu'on enseignait des penseurs aussi radicalement anticapitalistes que Keynes. Et par athéisme, il entendait le fait que tout le monde n'était pas entièrement convaincu par le fait qu'il fallait une religion d'État obligatoire. Lui-même était d'accord pour le fait de dire que, puisque lui-même était catholique, il était d'accord pour le fait de dire que oui, on pouvait aussi accepter les catholiques, mais bon, fallait pas déconner non plus. Alors, mais notre ami Buckley n'était pas le premier des intellectuels conservateurs à détester l'université et le monde des idées, ni aux États-Unis ni en France, il y en a eu d'autres. Par contre, il a détecté, il a renouvelé le style de l'essai anti-intellectuel d'extrême droite de deux façons. La première, c'est en mobilisant de façon très très efficace le style du témoignage, puisqu'il se présente comme un jeune étudiant venu
mener des études et se confrontant à la réalité d'une université idéologique, et ensuite en utilisant très bien ce qui allait devenir l'arme préférée de la droite, à mon avis jusqu'à aujourd'hui, des intellectuels de droite, puisque mon bouquin est un bouquin en fait sur les intellectuels, c'est pas un bouquin sur le wokisme entre guillemets en tant que tel, qui est la victimisation. Buckley réussit à construire une histoire de victimisation permanente. Alors je vais prendre un exemple, il explique par exemple que lui-même a été victime très fortement de censure, puisque quand il dirigeait le journal de Yale, position qui, par conséquent, lui interdit toute forme de parole, évidemment. Il recevait beaucoup plus de courriers critiques de ses articles en faveur de la politique du sénateur McCarthy que ses camarades qui écrivaient des articles, non pas contre, parce que ça, c'était hors de question, mais disant qu'on allait peut-être un petit peu loin. Ce qui est donc une expérience, évidemment, de censure. Il explique que quand un donateur privé de Yale, qui était une façon dont Yale était financé, c'était par des donateurs, des mécènes, quand un donateur privé de Yale a décidé, parce qu'il avait appris qu'un enseignant n'était pas ultra-capitaliste, de retirer sa donation, non seulement il a été critiqué, mais on ne lui a donné que quelques pages dans la gazette de l'université pour défendre sa position, alors que plusieurs autres personnes ont eu le droit de lui répondre. Ce qui est encore un cas présenté par Buckley comme de la censure. Vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on a une forme d'hypocrisie totale qui est de dire, dès que quelqu'un d'autre que moi a le droit de parler, dès qu'on a le droit de critiquer publiquement mes idées, je suis victime de censure. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, puisque cette tradition noble va continuer à se développer jusqu'à devenir en fait presque un habitus, presque un ethos, chez nos amis les intellectuels conservateurs, consistant effectivement à systématiquement jouer de l'arme de la victimisation pour effectuer en réalité des opérations de censure. Alors, cette pratique, moi j'en fais l'histoire en montrant comment ça s'est passé dans les années 40 avec Buckley, puis dans les années 60, puis dans les années 70 avec les néo-conservateurs, puis dans les années 80 où il y a vraiment une victoire sur ce plan-là aussi au niveau politique parce que Reagan est élu. On a cette explosion avec des personnes qui deviennent cette fois-ci vraiment des membres clés de l'État. Puis dans les années 90 avec la polémique du politiquement correct. Puis dans les années 2000 où des personnes qui ont fait leurs armes dans tous ces mouvements-là proposent que l'on inscrive dans la loi que puisqu'aucune connaissance n'est établie, il est obligatoire pour les enseignants d'enseigner tout et son contraire. Donc on doit représenter à égalité l'idée que l'évolution est vraie et l'idée qu'elle est fausse. On doit représenter à égalité l'idée que les femmes sont moins bien traitées par le capitalisme et la société patriarcale que les hommes et l'idée que c'est faux. On doit représenter à égalité l'idée qu'il n'y a pas d'inégalité fondamentalement génétique entre les races et l'idée que si, il y en a, parce que cela crée de la diversité idéologique, comprenez-vous ? Et que la diversité idéologique est un gage de qualité, puisque, autre élément de transformation qui va nous intéresser plus tard dans la réflexion sur la façon dont ça influence sur le monde des idées, l'université n'est pas un lieu de recherche et d'apprentissage, c'est un lieu de débat. Ce qui est important à l'université, c'est de pouvoir débattre de tout, sans jamais rien trancher, évidemment, puisque on trouve chez ces intellectuels conservateurs et réactionnaires un rapport en réalité très relativiste à la vérité. Certes, vous pouvez avoir vos chiffres sur le fait que quand on est un homme identifié comme musulman, il faut envoyer beaucoup plus de CV que quand on est le même homme identifié comme chrétien pour obtenir une réponse à ces candidatures. Mais avez-vous pris en compte le fait que quand même, en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de mosquées ? Et si vous pensez que je suis en train de plaisanter, ce n'est absolument pas le cas. C'est une réponse qui a réellement été faite par Alain Finkielkraut à François Héran dans un débat sur la question de l'islamophobie. Il y a là une façon de fonctionner qui est très intéressante, qu'on peut analyser de nombreuses façons, mais qui crée quoi ? C'est ça qui est intéressant. Qui crée un fonctionnement par panique morale.
Alors rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une panique morale? Parce que il y a parfois des manques de clarté sur ce sujet-là. Une panique morale, ce n'est pas une légende urbaine. Ça peut en être une. La rumeur d'Orléans, rumeur existant dans les années 60, selon laquelle les jeunes femmes qui vont dans des magasins de prêt-à-porter tenus par des commerçants juifs sont enlevées et emmenées en sous-marin pour être trafiquées au Proche-Orient, me semble-t-il, dans un cas de commerce d'esclaves. Cette rumeur d'Orléans est une légende urbaine. C'est-à-dire que ça n'a jamais eu lieu et c'est un racontard qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Comme peuvent s'être répandues l'idée que si vous jouez certains albums des Beatles à l'envers, le diable vous parle, que si vous allez vous asseoir dans certains cinémas, des homosexuels ont caché des seringues contaminées au VIH, et que c'est pour ça, chérie, que j'ai attrapé le sida, c'est pas parce que je t'ai trompé, que dans les écoles, les enseignants transgenrisent vos enfants, sans même vous le dire, et leur donnent des hormones inventées directement par le docteur Mengele, nous dit Éric Zemmour, etc. Je vais revenir sur l'intérêt politique de ce genre de truc dans un instant. Donc, ce n'est pas ça, une panique morale. Une panique morale, ce n'est pas non plus quand des phénomènes n'ont pas lieu. La première panique morale identifiée en tant que telle par un auteur sociologue, c'est les batailles de rue entre les modders et les rockers pendant un été des années 60 au Royaume-Uni, et où ces batailles de rue ont vraiment eu lieu. C'est-à-dire que vous avez vraiment eu sur une plage des gangs de ce qu'on appellerait en France des blousons noirs qui se sont tapés dessus, occasionnant des dégâts qui peuvent être comptabilisés, etc. Une panique morale, en réalité, c'est un épisode médiatique, caractérisé par 5 points principaux. Si vous m'avez déjà entendu lire les points, je m'excuse. Le premier, c'est un sentiment de malaise social. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, certains auteurs, comme par exemple Stuart Hall, vont expliquer que ce malaise social vient d'un moment de déprise de du contrôle du facteur de production qu'est le travail. C'est-à-dire, il y a une période de légère émancipation des travailleurs, à travers des luttes économiques, à travers de l'organisation communautaire, de l'organisation antiraciste, féministe, LGBT, ce que vous voulez. Il y a un sentiment de perte, à travers la crise, tout simplement, un sentiment de perte de la capacité d'extraire le maximum de richesse de cette classe prolétaire. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça parce que ça fait rentrer dans une vision un peu intentionnaliste qui, moi, me plaît pas nécessairement. Je pense que c'est beaucoup plus du domaine du réflexe en réalité que du domaine du projet. Mais toujours est-il qu'il y a un sentiment de malaise qui se dégage. Il y a un groupe qui est diabolisé. Ça peut être les hommes noirs homosexuels. Dans les paniques autour du VIH dans les années 80, pendant les années Reagan. Ça peut être... souvent, c'est les juifs. Hein. C'est un peu le groupe... la matrice, de toute façon, du complotisme. En général, c'est l'antisémitisme. On l'a vu avec la rumeur d'Orléans. Ça peut être des groupes qui sont considérés comme marginaux ou délinquants. Les fameux modders et les rockers. Les Hells Angels. Actuellement, les personnes trans en France. Mais également des groupes qui peuvent être plus surprenants là-dessus, qui ne sont pas nécessairement dominés. Les universitaires, dans le cadre de la Panic Walk. Ce groupe fait l'objet d'un consensus. Alors, ce n'est pas un consensus au sein de toute la société, mais c'est un consensus suffisant pour qu'il y ait en quelque sorte un effet de masse qui fait que le débat ne peut pas juste être déplacé sur le côté. Alors évidemment, là, il y a une forme de jugement qui est difficile à faire. À quel moment on estime que cet effet de masse a eu lieu ? C'est pas facile de le dire. Par exemple, il y a un consensus au sein d'une partie de la société sur le fait que des extraterrestres enlèvent régulièrement des gens pour faire des expériences médicales dessus.
il y a un consensus au sein d'une partie de la société sur le fait que certaines formes de vaccins vont développer l'autisme chez les enfants et que c'est pour ça qu'on a davantage de diagnostics d'autisme chez les petits garçons que ce qu'il n'y avait il y a quelques années. Néanmoins, ce débat peut actuellement, en France en tout cas, être déplacé de côté parce que c'est cette masse critique, en tout cas cette capacité d'agir médiatiquement, n'est pas atteinte. Ça n'a pas toujours été le cas. Si vous viviez en Grande-Bretagne dans les années 90, le coût des vaccins, vous ne pouviez pas l'éviter. Il y a, au-delà de ce consensus, une forme de volatilité des affaires. Vous avez des affaires qui apparaissent rapidement, qui disparaissent rapidement. Ok ? Les réunions non mixtes entre personnes racisées apparaissent dans le débat public, font l'objet d'une focalisation très intense pendant très peu de temps, puis disparaissent. Quand je dis très peu de temps, c'est à l'échelle de ce que c'est que l'échelle d'un problème public. Si vous regardez la construction d'un problème public, comme par exemple l'amiante comme problème public, vous parlez d'une affaire qui dure extrêmement longtemps avant de transformer l'action de l'État. Là, vous parlez de quelques semaines, quelques mois tout au plus, et puis après on repart sur un autre cycle qui se concentre sur autre chose. Actuellement, par exemple, nous sommes sur un de ces cycles autour des personnes trans, et particulièrement des enfants trans. Mais ce cycle n'était... une anecdote personnelle, j'étais dans le placard en mai-juin quand je faisais ma première tournée médiatique, et à la fin de toutes mes interviews, je disais « Dis donc, ces histoires de personnes trans, là, de transphobie, c'est inquiétant quand même, il faudrait peut-être anticiper, là, je pense qu'il va y avoir des choses assez inquiétantes qui vont se passer. » Et les gens me disaient « Ouais, c'est pas faux. » Et puis l'été arrive, et puis boum patatras, c'est au sommet d'un certain nombre d'émissions de débat, c'est au sommet d'un certain nombre de préoccupations politiques, et d'un seul coup, on est au milieu de ce qui semble être l'affaire du siècle, mais qui en réalité nous sommes actuellement en novembre, que 3 ou 4 mois du point de vue des gens qui ne s'y obsèdent pas, comme moi, ça peut être mon cas. Enfin, il y a de l'exagération. Alors là encore, l'exagération, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, le coup classique. Si vous n'enregistrez que les accidents de voiture causés par des voitures rouges, vous allez en conclure que les voitures rouges provoquent des accidents de la route. Si vous n'enregistrez que les affaires d'agression commises par des personnes d'origine étrangère, alors, etc. Si vous n'enregistrez que les cas de licenciement pour désaccords idéologiques qui sont causés par des militants de gauche vers des personnes, des profs de droite sur les campus aux États-Unis, vous allez en conclure qu'il y a un problème de liberté d'expression quand on est conservateur sur un campus aux États-Unis. Factuellement, c'est faux. Factuellement, quand on fait la statistique, on voit qu'en réalité, sur la période 2015-2017, qui est soi-disant la période de la crise de la liberté d'expression sur les campus aux États-Unis, la grande majorité des gens qui ont perdu leur emploi du fait de désaccords idéologiques ou de mobilisation d'étudiants sont des personnes de gauche, principalement. Pourquoi ? Pour avoir eu des opinions trop virulentes contre le gouvernement d'Israël, parfois des opinions avec lesquelles je serais moi-même en désaccord sans problème, pour avoir choqué un sentiment par un sentiment construit comme anti-chrétien, et pour avoir été accusé de racisme anti-blanc. Donc vous avez une sélectivité. Vous avez ensuite l'exagération par surtraitement. Par exemple, vous allez avoir certaines affaires qui vont être répétées de façon très très fréquente. Par exemple, l'annulation de la conférence de Sylviane Agacinski à l'université de Bordeaux-Montaigne a eu lieu en 2019 et est encore répétée régulièrement dans la presse, sans que d'autres affaires d'annulation de conférences ou de séminaires ou de renvoi ne bénéficient du même traitement. Moi, je prends l'exemple, la comparaison avec Caroline Dehaas. Caroline Dehaas, excusez-moi, je confonds complètement les torchons et les serviettes. Pardon, excusez-moi, Alice Coffin, pas Caroline Dehaas. Je ne sais pas pourquoi je pensais à Caroline Dehaas à l'instant. Qui est renvoyée, qui voit son contrat non renouvelé pour les vacations qu'elle faisait à l'Institut catholique de Paris,
exactement au cœur de la période qui est identifiée comme le cœur de la cancel culture à l'université par les idéologues conservateurs, mais n'a pas le droit d'être incluse dans la liste des personnes qui ont été licenciées pour des désaccords idéologiques à cette époque-là. Alors qu'on va aller chercher une prof qui a été l'objet d'un scandale à La Réunion en 2016, alors qu'on dit que ça se passe en 2019, enfin voilà. Donc là, il y a cette forme d'exagération, de sélectivité, et enfin, il y a l'invention pure et simple. Alors l'invention pure et simple, par exemple, ça va être de l'invention par manque de travail. Je vais prendre un exemple. On a l'an dernier, me semble-t-il, une étudiante d'une université écossaise qui affirme avoir été placée sous commission d'enquête par son université et donc potentiellement ne pas pouvoir avoir son diplôme parce qu'elle a annoncé une fois en classe cette chose scandaleuse à entendre pour les oreilles des étudiants wokistes, que les femmes, tenez-vous bien, ont des vagins. Et cette information est immédiatement reprise par la presse, montée en épingle, cette étudiante qui a perdu son diplôme à cause de ça, etc. etc., etc. L'université n'est titulairement pas autorisée à répondre parce que tant qu'une enquête interne pour harcèlement est menée envers cette personne, elle n'a pas le droit de le faire. Il s'avère par la suite qu'en réalité, cette étudiante était absolument obsédée par ce truc-là, passait son temps à dire de toute façon les personnes trans ça n'existe pas, les personnes trans ça n'existe pas, etc. Ce qui a conduit certaines de ses camarades à se saisir effectivement d'une commission qui est obligée de mener une enquête, qui ne la met en réalité pas en danger du tout, puisque en fait très rapidement il s'avère que l'université dit elle est peut-être transphobe mais elle a le droit d'être transphobe en cours. Donc il n'y a aucune forme de menace qui pèse là-dessus, mais néanmoins il y a une affaire. Et évidemment, vous connaissez le principe, on publie la fausse info, mais on ne publie pas le démenti, et par conséquent, ce qu'il reste, c'est que cette personne a été victime de censure. Plus scandaleux, les inventions pures et simples. Je prenais l'exemple encore récemment, aux États-Unis, sur la question par exemple des personnes trans, vous avez l'invention du fait que dans les écoles, des litières sont installées pour les enfants qui seraient furries. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que les furries, c'est une communauté LGBT adjacente de personnes qui s'habillent en mascotte ou ont des avatars qui sont des animaux anthropomorphiques. C'est très complexe, c'est une culture que je connais peu. Et donc là, il y a une invention qui est de dire, voilà, on a des enfants qui disent que c'est des chiens et des chats. Les furries ne s'identifient pas comme animaux. Ils jouent des avatars. C'est une forme de, ça peut être assimilé à une forme de cosplay. Mais là, c'est traité comme, voilà, il y a des enfants qui s'identifient comme des animaux, qui pensent qu'ils sont des chiens ou des chats, donc on a été obligé, à cause des personnes trans, encore elles, de leur installer des litières, et donc ils font caca dans une litière à l'école, et c'est un scandale, et rendez-vous compte de ce qu'on fait dans les écoles. Et donc ce serait bien de revenir sur la loi qui autorise aux enfants homosexuels de ne pas dire à leurs parents qu'ils sont homosexuels, parce que si vous voyez pas la logique, si, c'est pareil. Vous avez eu en France, dans la dernière grande campagne anti-genre qui était au moment des ABCD de l'égalité, l'invention de cas dans lesquels on prétendait qu'on enseignait à des enfants en école de maternelle à se masturber, ce qui était évidemment monté de toutes pièces, mais avait conduit à un certain nombre de scandales à se répandre. À ceci près qu'actuellement, ce type d'invention va être reprise non pas par des boucles WhatsApp ou des boucles texto ou des boucles mail, machin, mais reprise par des acteurs qui sont beaucoup plus centraux. Puisque par exemple, ce type d'affaire inventée peut être cité dans un débat au Sénat autour du danger du wokisme, où on va prétendre que c'est désormais, par exemple, interdit de dire le mot femme dans certains campus, que si vous dites le mot femme, immédiatement, je sais pas, moi, personnellement, je viens et je vous mets une balle dans la tête, enfin, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Je citais l'anecdote quand on attendait tout à l'heure, j'ai été interviewée pour mon bouquin, j'ai eu à débattre avec une dame qui avait écrit un bouquin sur pourquoi le wokisme c'est pas bien, à l'antenne de Sud Radio, et dès que l'antenne a été coupée, la journaliste de Sud Radio s'est tournée vers moi et m'a dit que je ne pouvais pas nier qu'aujourd'hui en France c'était interdit de célébrer la fête des mères. Sérieusement. Et sérieusement, pourquoi ? Parce que c'est encore une fois une de ces inventions qui court depuis les années du débat autour du mariage homosexuel
mariage pour les couples de même sexe. J'aime pas l'expression mariage pour tous, parce que, qui consiste à dire que puisqu'il y a des familles homoparentales, on peut pas faire papa et maman. S'il y a 2 mamans, ça marche pas. Il y en a pas une qui fait semblant d'être papa. Par conséquent, on va avoir, dans certains cas, les enfants qui vont faire la fête des gens qu'on aime. Ça permet aussi aux orphelins de pas se sentir, pas de se curer le nez pendant que les autres sont en train de faire des trucs en pensant au trauma lié au fait d'avoir perdu ses parents en bas âge. C'est plutôt cool. Et puis du reste, par exemple sur votre certificat de naissance, si vous avez 2 mères, c'est bien si on n'a pas Madame Machin mère et Madame Machin père. Vous voyez, donc on a adapté en fait. Maintenant, si vous voulez fêter la fête des mères, personnellement, de toute façon, j'ai pas de fusil, donc je peux pas faire quoi que ce soit à ce sujet. Hein. Vous avez la même chose avec Noël, vous avez la même chose. De toute façon, on n'a plus rien le droit de faire. Donc ça, c'est le deuxième truc dont je parle dans le bouquin. Je reviens sur des éléments de rhétorique aussi, qui ne sont pas nécessairement inintéressants. La rhétorique, pour comprendre la pensée réactionnaire, c'est un outil qui est ancien. J'avais dit que j'allais pas parler longtemps. On a les 3 figures rhétoriques qui ont été analysées depuis longtemps par d'autres gens, donc je reviens pas dessus. Pour les gens qui les connaissent pas, c'est un bouquin qui s'appelle 2 siècles de rhétorique réactionnaire, qui a été écrit par un gars qui s'appelle Hirschman. Il est cité dans le bouquin. Le bouquin est sur Zlib, si vous n'avez pas envie de l'acheter, faites-vous plaisir. Et donc dans lequel il revient sur 3 formes principales de la rhétorique réactionnaire, qui sont la mise en danger, c'est-à-dire le fait de dire vous allez aller trop loin et ça va conduire à un retrait des droits précédemment acquis. Par exemple, à force de vouloir faire tout et n'importe quoi sur les droits des personnes transgenres, là je reste dans les personnes transgenres actuellement parce que voilà, mais enfin on a eu la même chose sur le racisme, on a eu la même chose sur l'antisexisme, sur les droits des travailleurs, etc. Vous allez donner envie à la société de tout retirer. Vous avez la pente glissante. Et pourquoi pas avec des animaux ? S'exclamait une députée UMP bien informée quand le mariage entre hommes et entre femmes était en débat. Hein ? Et là, la pente glissante, vous la voyez dans l'histoire des litières. Hein ? Aujourd'hui, on autorise aux femmes trans d'aller aux toilettes des femmes. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? Hein ? Et la 3e forme, c'est la vacuité ou l'inefficacité, enfin le vide d'effet, c'est-à-dire vous allez faire ces réformes, mais en fait ça ne va pas régler le problème parce que de toute façon, la nature humaine va faire que. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans les arguments contre les aides sociales. C'est-à-dire, oui, vous allez créer un revenu minimum, mais de toute façon, il y a des inutiles dans la société. Hein. Vous vous souvenez de la métaphore du banquet de notre ami... ah mince, ça y est, voilà, c'est le nom que j'ai oublié. Non, c'est pas Platon. Enfin, si, Platon a écrit un bouquin qui s'appelle Banquet, mais c'est pas celui-là. Malthus. Hein, au grand banquet de la nature, il y a des personnes qui n'ont pas leur place, etc. Donc, si en fait, tout ce qu'on va, c'est créer davantage de malheur, alors qu'il vaut mieux les laisser crever dans un caniveau, comme ça, au moins ils souffriront moins. Ces 3 formules rhétoriques, elles sont assez connues. Moi, je me suis attardée sur d'autres qui sont plus présentes dans les bouquins sur lesquels j'ai travaillé, parce que qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis fadé des bouquins d'intellectuels de droite, des bons intellectuels de droite, des mauvais intellectuels de droite, des intellectuels de droite qui, de toute façon, écrivent des bouquins, pas pour qu'on les lise, mais pour passer à la radio, et qui donc parfois sont surpris quand on leur dit « Vous avez dit ça dans votre bouquin ?» Ou parfois s'en tape, hein, je veux dire, là encore, hein, récemment, dans un débat, je dirais pas avec qui, ah, mais telle enquête que vous citez systématiquement quand vous parlez de la question, en fait, elle a été très très mal faite. Ah ouais, je sais, mais bon, quand même. Ah bon, d'accord, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc là, vous avez d'autres formules rhétoriques, et je pense qu'on peut en trouver d'autres qui sont intéressantes à connaître quand on veut décortiquer ces discours, parce que le but est de ne pas se laisser attraper, évidemment, hein, dans l'occasion d'une confrontation. Confrontation qui n'est pas un échange de bons procédés entre 2 personnes qui essayent de trouver un juste milieu, parce que vous ne pouvez pas, mais une position de débat, c'est-à-dire un jeu agonistique visant à battre l'autre. C'est comme ça qu'ils abordent la question, donc il faut qu'on la prenne aussi comme ça. Évidemment, moi, il y en a 2 qui m'intéressent principalement actuellement, parce que je les retrouve dans les milieux de la gauche. Je vous rappelle que c'est à ça que je pense depuis tout à l'heure.
qui sont d'abord ce que j'appelle un bon mot vaut mieux qu'un bon raisonnement. La blague, la plaisanterie. Hein. Vous connaissez la blague de l'hélicoptère, hein. Puisqu'on peut s'identifier comme ce qu'on veut. Si moi je m'identifie à un hélicoptère, ça veut dire que je suis un hélicoptère ? Évidemment, si vous commencez à expliquer, mais non, réfléchis, personne s'identifie vraiment à un hélicoptère. Puis de toute façon, un hélicoptère, c'est un objet que nous définissons. Alors qu'une identité comme homme ou femme, c'est quelque chose qui est vécu en tant que classe sociale dans laquelle les individus se positionnent, qui fait écho non seulement à des sentiments individuels, mais également à des traitements collectifs et qui fait écho à une division de... Mais si vous commencez à faire ça, vous ressemblez à la personne qui entend la blague du kangourou qui fait du scooter et qui dit « Mais non, mais tu comprends pas, les kangourous n'ont pas de pouce opposable, ils ne peuvent pas activer... » Et donc, on se fout encore plus de votre gueule, parce que bien sûr, les gens ne sont pas là pour qu'on leur explique rationnellement ce que c'est que la transidentité, ils sont là pour se marrer. Ok ? Ça, c'est une erreur enfin, c'est une position, disons, qui est difficile. Donc, à titre personnel, par exemple, je recommande plutôt de répondre à la blague de l'hélicoptère en disant « Oui, moi je m'identifie comme un missile air-sol, donc mets-toi à courir. » Ce qui a l'avantage de porter la plaisanterie sur l'autre personne et d'éviter. Et du coup, c'est lui qui doit dire « Mais non, tu ne peux pas être un missile air-sol. » Ou au contraire, d'anticiper en décrédibilisant par avance. Enfin, il y a tout un tas de méthodes qui peuvent être employées, mais rentrer dans le debunking, ce qui a été notre réponse souvent. Notre réponse au sens très large. C'est-à-dire des personnes, je veux dire, Check News aussi, je les inclus dans le nous, là, collectif. Peut-être une erreur, parce que du coup on se construit une image au sein de la gauche qui peut être problématique pour nous, non pas sur l'éthique mais sur vraiment l'apparence, qui est une image de personnes qui ont un bâton dans divers endroits et qui peut nous desservir, parce que du coup on a l'air d'être justement les intellos coincés qui sont chiants et qui sont pas capables de se dérider. Et ça, c'est une arme qui est très efficace contre nous. La deuxième posture, c'est la posture de la victimisation permanente. Tout le monde joue à la victime, sauf moi, qui suis vraiment une victime. Alors l'exemple que je prends, c'est l'exemple de Pascal Bruckner, parce que j'adore cet intellectuel, qui nous écrit coup sur coup de bouquins. Le premier bouquin, c'est « Islamophobie, un racisme imaginaire », dans lequel il explique que l'islamophobie n'existe pas. Et le deuxième bouquin, c'est Un coupable presque parfait, dans lequel il explique que actuellement, dans la hiérarchie sociale, politique mondiale, tout en haut, il y a des femmes noires, handicapées, lesbiennes qui viennent des pays du Sud, et tout en bas, il y a les hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, bourgeois, de plus de 50 ans. Cette dynamique de la victimisation, une fois que vous l'avez en tête, vous ne pouvez pas ne pas la voir. Elle est partout. C'est impressionnant. Elle se retrouve chez à peu près tous les intellectuels conservateurs qui sont systématiquement... Mais elle se retrouve également dans notre cas, dans notre camp. Par exemple, dans un débat sur la contrainte à l'hétérosexualité, vous allez pouvoir avoir un camarade qui vous dit « Quoi ? Mais ça veut dire que vous voulez m'interdire d'être hétérosexuel ?» Alors que non, bien sûr que non, ce n'est pas la question. La question est comment est-ce que des normes sociales fonctionnent, pèsent sur des gens, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Là encore, honnêtement, je vais le dire en toute franchise, le ridicule peut avoir ses effets. Bien entendu. Le ridicule, mais également peut-être parfois la pédagogie. Enfin là, je ne sais pas exactement comment traiter de ces questions-là, mais je pense qu'elles existent et je pense qu'elles ont des effets, qu'elles embarquent des gens, en fait. Par exemple, pour revenir sur la pénétration d'idées transphobes au sein des mouvements libertaires, elle passe précisément par l'utilisation de victimes imaginaires. Imaginez les pauvres enfants qu'on va forcer. Nous battons pour toutes ces pauvres petites filles qui veulent avoir le droit de porter une casquette sans qu'une équipe de médecins les emmène immédiatement pour réaliser une double mastectomie. À 8 ans, il n'y a pas grand-chose à couper, tu me diras. Évidemment, ne prennent pas en compte le fait que, non, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Et que là, on est en train de fantasmer une victime imaginaire pour mieux victimiser une victime réelle. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des émissions transphobes sur Radio Libertaire. Alors, ensuite, dans le bouquin, juste pour finir là-dessus, je veux parler du sens politique que ces trucs-là ont, parce que là, on se marre,
et c'est sympa, mais je pense qu'effectivement, il y a une attention à porter sur la façon dont ces paniques morales transforment notre pratique politique collective, notamment à travers le rôle de l'État, parce que, il faut commencer par là, la panic walk n'a pas été à destination de la majorité de la population. Globalement, les gens s'en tapent. C'est, en tout cas, les informations que nous avons sont que globalement, les gens s'en tapent. En revanche, les gens qui ne s'en tapent pas, et ça a été cité par Géraud en introduction avec raison, ce sont des ministres, ce sont des hauts fonctionnaires, ce sont des sénateurs. Je parlais du cas de Laurence Rossignol tout à l'heure, qui dit « Ah, mais moi, quand même, j'entends des choses. » Alors qu'elle est censée, elle n'est pas seulement censée, elle est réellement plutôt du côté progressiste sur ce type de sujet, mais elle entend des choses. Et donc ça l'inquiète, parce qu'on ne peut plus se poser de questions. Ce sont ces acteurs-là qui, en réalité, ont la capacité de transformer l'action de l'État. On a ce mythe libéral qui consiste à nous faire croire que l'État se transforme parce que la majorité de la population veut quelque chose. C'est faux. Aux États-Unis, si la majorité de la population était écoutée par l'État, l'avortement serait accessible à toutes, partout, tout le temps. La question du mariage homosexuel ne se poserait pas. D'accord ? La taxation des riches serait beaucoup plus appliquée, etc. En revanche, là, les intellectuels conservateurs ont trouvé un moyen de parler efficacement à leurs clients réels, qui ne sont pas, entre guillemets, l'opinion publique, mais qui sont en réalité des preneurs de décision. Les paniques morales ont cet effet-là. Elles sont vécues souvent et décrites souvent par la gauche comme des distractions. Et moi-même, mon premier réflexe, c'était ça. Pourquoi est-ce qu'on me parle de ces conneries ? Mais en réalité, ce ne sont pas tant des distractions qu'une manière distrayante de parler de sujets sérieux. Je reprends le syllogisme que j'ai fait tout à l'heure sur les litières pour réillustrer ce truc-là. Vous vous rendez bien compte que ces histoires de litières, c'est très grave. Donc, quoi ? Donc il faut revenir sur la loi qui autorise aux enfants homosexuels de rester protégés de leurs parents potentiellement homophobes et d'avoir un espace où on prend soin d'eux à l'école et où on les accompagne dans cette réalisation et ce passage compliqué qui est un potentiel coming out face à une famille dont on ne connaît pas ou dont on connaît l'agressivité. Il n'y a pas de lien logique entre les deux, si ce n'est que en situant le cas scandaleux imaginaire dans le monde des luttes LGBT, on diabolise tout le groupe. C'est à ça que ça sert en réalité. Et cette politique-là, elle a été hautement rodée par la droite. Aux États-Unis, les coupes d'aide sociale se sont faites sur la légende des welfare queens, des femmes noires, diabolisées, souvent imaginaires, qui vivraient grand train en touchant les aides liées à l'enfance. Vous retrouvez un écho de ça quand Blanquer vous dit on achète des télévisions avec l'argent, parce que on sait comment on fait, on a une aide universelle qu'on va transformer en aide conditionnelle, qu'on va réduire, et puis au bout d'un moment on va la couper. C'est en cela, en fait, que cette politique culturelle doit nous intéresser. Non pas parce qu'on s'intéresserait particulièrement au culturel ou pas, mais parce que derrière ça, il y a du matériel, en fait. Alors, comment faire ? Je ne sais pas. Mais je prends note que nos ennemis, enfin mes ennemis, je ne sais pas si c'est les vôtres, ont commis quelques erreurs qui m'intéressent beaucoup. Et c'est sur ça que je veux finir. D'abord, ils y ont un tout petit peu trop cru. Je pense qu'ils sont... Et j'en parle dans le bouquin. Je pense que les intellectuels en général, les gens à qui on donne des contrats d'édition, les gens qui ont accès à la télévision, à la radio, etc., et je m'inclus dedans, sont pas si malins que ça. J'aurais même tendance à dire qu'ils sont quand même assez cons. Ils y ont un petit peu cru. Ils ont cru qu'il y avait un mouvement de masse derrière eux. Ce n'était pas le cas. Et ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. Ils ont poussé le bouchon un peu trop loin en faisant, dans une période de crise économique grandissante,
feu de tout bois pour parler de wokisme. C'est le phénomène que j'appelle le yaourt de l'apocalypse dans l'introduction du bouquin, quand une sénatrice LR décide de consacrer ses énergies à la dénonciation d'une entreprise de yaourt parce que celle-ci a eu l'audace de retirer une croix d'un de ses paquets de yaourt. Une croix parce que c'est un village grec, enfin c'est compliqué. Et dans lequel elle voit une déchristianisation, une christianophobie, une destruction de la France et de son héritage, etc., etc. Ils ont commis une autre erreur en se trompant de cible. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé autour du planning familial. Et ça, pour le coup, c'est entièrement une hypothèse de ma part. Donc, ne me croyez pas sur parole, c'est juste de l'élément de réflexion potentiel pour vous si vous êtes confronté à ce type de... Scandaliser sur un campus universitaire, c'est facile, parce que les gens n'y vont pas souvent. Le planning familial, en ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est votre cas, c'est les gens qui sont venus nous parler de comment se protéger des IST quand on était à l'école, au lycée. Le peu d'éducation sexuelle qu'on a eu. C'est les gens vers lesquels on savait se tourner, que c'était possible de se tourner pour obtenir des contraceptifs et ne pas avoir à se préoccuper de questions d'argent ou d'être connu. Hein, c'était les dames qui avaient des grands saladiers de capote où on pouvait faire schlack et savoir qu'on n'avait pas à dire à sa maman tu peux pas mettre des préservatifs sur la liste des courses, je t'expliquerai pas pourquoi. C'était les personnes qui étaient là pour faire ce type d'information, pour faire ce type d'accompagnement. Ce sont des gens qui sont globalement présents dans la vie des personnes. Et surtout, c'est une institution respectée et révérée par la majorité des gens. Parce que, quand même, l'accès à l'avortement, on nous parle de Simone Veil, on nous parle de ces luttes-là. Et donc, il y a une forme de respect. S'attaquer au planning familial, c'était pas aussi facile que de s'attaquer au séminaire d'études de genre de l'Université Paris 8. En gros. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Parce que ça veut dire qu'on a un élément qui peut nous intéresser, qui est comment entretenir du contact entre les espaces qui peuvent être attaqués, justement, et les gens. Comment faire en sorte que si on dit demain je ne sais quoi est un problème, les gens se disent ah mais attends, je ne sais quoi, je l'ai rencontré dans la rue hier. Je sais que c'est pas un scandale. Je sais que ça se passe pas. Voilà. Et je pense qu'enfin, ils font erreur sur autre chose, qui est qu'ils sous-estiment l'impopularité de leurs propres idées. La droite n'a rien à proposer. La seule chose que la droite a proposée, c'est le réalisme capitaliste, en réalité. Hein, c'est rester dans un monde qui n'a pas de sens, jusqu'à ce qu'on crève tous. Là-dessus, les idées émancipatrices ont de l'attrait. Ont de l'attrait à travers les luttes sociales, ont un attrait à travers l'espoir, ont un attrait à travers un certain nombre de termes qui peuvent faire écho. Je parle d'émancipation, de justice, de liberté, en n'ayant pas peur d'aller sur ces sujets-là, et en n'ayant pas peur non plus d'encourager mes interlocuteurs à clarifier ce qu'ils veulent faire. Une micro-anecdote qui est vraiment de l'anecdote de réseaux sociaux, donc la prenez pas trop au sérieux. Il y a une ancienne candidate aux législatives zemmourienne qui disait, qui citait une publicité. Alors c'est le classique, vous savez, c'était une publicité sur dans telle banque, si vous changez de genre, vous pouvez changer de nom facilement. Et qui disait regardez, c'est les transgenres qui cherchent à nous rendre serviles face au marché, parce que si vous n'avez plus d'identité, vous êtes docile face au marché, etc. Et donc à qui la réponse, je pense que la première réponse qui vous vient à l'esprit, c'est de se foutre de sa gueule, et ça marche très bien. Mais je pense que la deuxième réponse, c'était de dire, vous avez raison, l'emprise des marchés, c'est très très grave, raison pour laquelle il faut élargir notre système d'aide sociale, il faut socialiser toute une partie de l'économie, il faut évidemment taxer les grandes fortunes, il faut faire... Et là, ça n'arrange pas, évidemment, si vous êtes sur une ligne zemmourienne, parce que c'est exactement le contraire de ce que vous voulez. Oula, dis donc, j'ai causé. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller sur le plan des politiques publiques parce que ça nous avantage complètement de dire clairement ce qu'on veut et de se confronter justement à ça en gageant sur le fait que cette rage qui est utilisée, parce que je parlais de ce sentiment de malaise, de capitaliser sur un sentiment que les choses ne vont pas bien. Et les choses ne vont pas bien, eh bien, c'est ce qui fait en fait le fond de notre politique. Hein. La colère face à l'injustice, ça nous parle, à mon avis.
Et donc, il y a lieu d'en faire toutes sortes de choses. Et pour le reste, pour finir, parce que maintenant, voilà, c'est bon, j'ai fini mon truc. Que faire? Moi, je suis pas là pour vous dire. Si je savais que faire, je vous l'aurais déjà dit. J'aurais pas mis dans un bouquin où il faut payer de l'argent pour l'avoir. Je ne sais pas. N'ai pas plus de sagesse que ça. Je ne sais pas organiser une grève. Enfin, en tout cas, j'y suis encore jamais arrivé sur mes lieux de travail jusqu'ici. Donc, je ne donne de leçons à personne. Mais je pense que c'est intéressant de se battre contre ça. Et je pense que c'est intéressant d'inoculer, et c'est là-dessus que je finirai, nos propres milieux militants par avance contre ce qui peut venir justement comme forme de scandalisation. Et c'est pour ça que je pense que l'attitude qui consiste à simplement hausser les épaules en disant « Ah, c'est encore les conneries des autres là », ouais, mais le jour où justement nos proches commencent à être trop obsédés par les conneries des autres là, c'est déjà trop tard souvent. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une fixette dessus, mais juste avoir connaissance de ce qui se dit. Et ça, vous connaissez le travail politique mieux que moi sur ce que ça implique en termes d'engagement, etc. Et je sais, pour connaître cette aller faire fortune dans l'industrie du coup d'État et de l'extraction de ressources en Amérique du Sud, et que donc il était occupé à autre chose. Junior, lui, a fait un cursus de droit pendant l'époque McCarthyiste à Yale. Et il en est sorti avec la conviction que Yale était, sous les années McCarthyistes, une institution corrompue par l'extrême gauche.